Il y a un auteur qui est un auteur plein de contradictions, mais que malgré tout, j'aime bien. C'est Proudhon. Alors, on aurait beaucoup de critiques à faire sur Proudhon. Mais parfois, chez Proudhon, il y a des choses intéressantes. Il y a des phrases intéressantes, et il y en a une que je retiens toujours, c'est celle-ci: la démocratie, c'est la démopédie. Autrement dit, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'éducation du peuple. Or, il faut savoir que lorsque Proudhon disait cela, Proudhon est mort en fait sous le Second Empire, je crois que c'est en 1865, c'était l'époque aussi où d'autres, je pense à Jean Massé, avaient pensé qu'il fallait qu'il y ait cette éducation populaire qui permette justement aux uns et aux autres d'être des citoyens. Et là, le rôle des partis va être essentiel. Le rôle des partis va être essentiel, il est évident, pour former les candidats du parti. On a plutôt intérêt à avoir des candidats formés qui sont capables de discuter, de débattre, de présenter des projets. C'est une évidence, là, ça ne se discute pas. Mais c'est aussi naturel pour les membres d'un parti politique. Mais pour moi, cela concerne tous les autres citoyens pour qu'ils puissent vivre pleinement leur citoyenneté. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que cette école de la citoyenneté, elle devrait être ouverte aux sympathisants, à ceux qui, je dirais même, sont des sympathisants de l'action politique. Et on retrouve cette question de la formation citoyenne. On a vu l'échec à cet égard de ce que l'on appelle, je crois aujourd'hui officiellement, l'éducation civique, juridique et sociale, c'est-à-dire ce que l'on appelait l'instruction civique autrefois. Personnellement, je ne garde pas un souvenir ému de mes cours d'instruction civique. J'avais constaté que ça servait surtout aux profs d'histoire et géographie à rattraper des heures perdues pour nous faire de l'histoire et de la géographie, et que l'instruction civique, dans mon collège, c'était souvent les chemins de fer dans les Deux-Sèvres. Comme ces chemins de fer ont tendance à se réduire aujourd'hui, le cours doit être encore plus réduit et donc permettre de rattraper encore plus de choses. Or, à cet égard, moi j'ai toujours été frappé, dans un autre pays d'Europe, du rôle joué par cette instruction civique. Je pense à l'Allemagne. Il y a eu un énorme travail qui a été fait en Allemagne pour qu'il y ait cette éducation, parce que elle paraissait indispensable dans un tel pays qui avait connu la dictature et où il fallait peut-être que les esprits réfléchissent autrement. Mais les cours de Staatskunde, j'ai eu l'occasion d'assister, quand j'étais adolescent et que je participais aux échanges avec l'Allemagne, j'ai eu l'occasion d'assister à ces cours en Allemagne. C'était tout à fait autre chose. L'élève allemand, il savait véritablement comment fonctionnait le système politique de son pays. J'ai encore le souvenir, quand j'étais en première, dans mon lycée, le professeur qui nous dit: savez-vous comment, il n'y avait plus de cours d'éducation civique au niveau de la première, professeur qui nous dit: savez-vous comment sont élus les sénateurs? Et j'avais été le seul à être capable de répondre, je n'avais pas de mérite, tout simplement parce que c'était mon père qui m'avait enseigné cela, parce qu'il s'était trouvé, du fait qu'il était conseiller municipal, être électeur sénatorial. Mais je trouve quand même assez extraordinaire que personne ne connaissait nos institutions. Alors c'est vrai que quand j'étais dans cette classe, à cette époque, j'avais encore 4 ans avant de voter. On était à 21 ans. Il n'empêche que c'est tout à fait regrettable, bien évidemment. Alors, pour le citoyen, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Eh bien, il y a l'auto-formation. C'est le citoyen qui va chercher sa formation. Mais là encore, ce n'est pas évident, parce qu'il faut qu'il en sente la nécessité, le besoin. Et il faut qu'il y ait une offre. Alors l'offre, elle
existe. Tout à l'heure, le président Yves Jean a parlé de l'université citoyenne, et en effet, je trouve que c'est une excellente initiative que d'ouvrir les cours à tout le monde. Je dirais même que, en fait, alors il a eu un argument qui est très bien compris en général de l'agent comptable. Il a dit « ça ne nous coûte rien ». Alors là, déjà, quand vous commencez avec un argument comme ça, vous pouvez assez vite faire évoluer les choses. Et c'est à tout niveau cette chose-là. Il n'empêche que je regrette, moi, de ne plus être enseignant actif à la faculté parce que j'aurais aimé ouvrir mes cours. Je garde un souvenir tout à fait exceptionnel. Quand j'étais assistant, il y avait des travaux pratiques que l'on appelait travaux pratiques pérégrins. C'était les travaux pratiques qui étaient offerts aux gens qui étaient dans la vie active, qui avaient une activité professionnelle et donc qui pouvaient venir suivre les travaux pratiques le samedi. Et le samedi, j'avais, moi, le bonheur d'être avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Des gens qui m'apprenaient énormément. M'apprenaient énormément parce que eux, ils avaient leur pratique, et des gens qui étaient d'une modestie extraordinaire, qui disaient « oh ben non, on n'y arrivera pas ». En fait, c'était ceux qui avaient les meilleurs résultats, bien sûr. Et ça a été supprimé officiellement parce que le samedi, il y a le chauffage, il faut faire des économies. J'y ai vu beaucoup plus, moi, une suppression du fait des égoïsmes de mes collègues. Mais je ne voudrais pas insister. En tout cas, l'initiative du président Yves Jean me paraît une très bonne initiative, encore que je lui ai dit que j'allais critiquer ce qu'il a fait, parce que quand j'ai vu la liste des cours qui étaient proposés, je lui ai dit je regrette, mais je n'ai pas vu les 2 cours de droit constitutionnel, je n'ai pas vu les cours d'institutions européennes. Alors je lui ai dit il faudra que tu pousses un peu nos collègues à s'ouvrir. Vous avez dans les domaines qui nous intéressent, vous avez le cours d'histoire des idées politiques avant 1789 avec Éric Gojosso, le cours d'histoire des institutions depuis 89 avec Didier Veillon, le cours de politique sociale par Karine Michelet, et puis le cours de droit administratif par Christian Delouis. Mais pour moi, la liste n'est pas assez longue. C'est tous les cours qui devraient être ouverts à tous. Ne pas trouver les 2 cours de liberté publique, je trouve ça dommage, parce que s'il y a un domaine où l'on peut justement s'ouvrir l'esprit, c'est bien celui-ci. Université citoyenne, mais il y a 2 universités citoyennes dans la région. Parce que, là encore, Poitiers, c'est bien, mais je sais que tout le monde n'est pas de Poitiers ici. Et des universités citoyennes, il s'en est créé, je pense à ce qui existe à Mel, je pense à ce qui existe à Thouars, et je connais bien l'université citoyenne de Thouars, où il y a un remarquable travail qui est fait, en lien avec une autre institution tout à fait forte de Poitiers, qui est l'espace Mendès-France, où là encore, il y a des débats qui peuvent tout à fait contribuer à la formation du citoyen. Vous avez les universités interâges. Les universités interâges, où là, ce sont des conférences ponctuelles, mais qui, bien entendu, souvent sont en lien avec des questions d'actualité. Et la région a suscité un programme qui s'appelle Chemin de partage, qui fait que l'université interâge de Poitiers, eh bien, elle va proposer des conférences en dehors de Poitiers. Elle va en proposer à Montmorillon, elle va en proposer à Mansle, elle va en proposer à Civray. J'étais lundi dernier à Civray pour parler de l'histoire de l'abolition de la peine de mort. 140 personnes qui étaient présentes. Ça veut dire qu'il y a un besoin véritable de tous nos concitoyens et qui se trouvent marginalisés du fait qu'ils ne sont pas dans la capitale régionale. Et ça aussi, le citoyen, il n'est pas seulement à Poitiers.
le citoyen, il est à Havaï-Limousine, le citoyen, il est à Gourget, le citoyen, il est pas. Oui, oh, il y aurait beaucoup de propositions, j'en suis certain. Alors, l'école de la citoyenneté. L'école de la citoyenneté, comment se situe-t-elle dans tout ça? Bien, moi, je dirais qu'elle est en lien, justement, avec l'histoire des universités populaires. Les universités populaires, elles sont nées en France, notamment, à partir d'une institution qui était les bourses du travail. Ce sont les syndicats qui ont joué un rôle important. Alors, les bourses du travail, c'était sans doute au départ pour permettre aux travailleurs de trouver un emploi. Mais les bourses du travail, elles se sont donné aussi cet objectif de la formation culturelle des citoyens. Alors, cette école de la citoyenneté, pour moi, elle s'inscrit tout à fait dans cette lignée, parce qu'elle va permettre à tous d'avoir leur formation de citoyens. Elle doit faciliter le débat public. Elle doit faciliter le débat public, et je dirais qu'elle doit le faciliter de deux façons. Elle doit le faciliter par la forme et par le fond. Vous avez beaucoup de citoyens qui disent « Non, moi, je ne veux pas être candidat parce qu'il faudrait faire campagne, je ne suis pas capable de m'exprimer devant un public. » Or, en réalité, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Quelque chose de tout à fait possible. J'ai le souvenir, il n'y a pas très longtemps, à Mozet-Thoirsel, côté de Thouars, où il y avait justement une soirée sur les questions d'insertion sociale. Et puis, avec notamment Bernard Pénaud, qui est l'excellent conseiller général et maire de Mozet-Thoirsel, moi j'avais dit ce serait bien que l'on ait des témoignages. Et il y avait des personnes qui avaient pu bénéficier de cette insertion professionnelle et qui disaient « Oh non, non, moi je ne suis pas capable de parler ». Puis finalement, j'allais dire, dans le feu du débat, elles sont intervenues, ces personnes. Ce sont celles qui ont eu la meilleure qualité d'écoute. Comme quoi, il y a chez chacun des possibilités qui font que, en effet, on a tous la possibilité d'être pleinement citoyen. La forme, le fond. Le fond, ce sera justement de faire en sorte qu'il puisse y avoir débat. Et un débat public. Un débat aussi qui ne doit pas être qu'un débat au moment des élections. Un débat qui doit être un débat permanent. Parce que vous allez entendre très souvent cette réflexion. Je l'ai entendu très souvent sur le marché des couronneries. Le marché des couronneries, vous avez des partis politiques qui viennent. Alors, il y en a qui sont toujours là. J'ai le souvenir, bon, moi j'y étais à d'autres titres de militantisme, peu importe, mais j'ai le souvenir au début des années 70, Jacques Centraux, il était tous les dimanches sur le marché des couronneries. Et puis il y avait des moments où on se disait, ah, il va y avoir des élections, parce qu'il y avait des têtes nouvelles. Bon, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire qu'en réalité, le débat, il doit être permanent. Alors les formes que cela peut prendre, les formes, ça peut être la conférence ponctuelle. Et il y a, en effet, à cet égard, déjà beaucoup de travail qui est fait. Moi, je suis très heureux d'avoir eu le privilège, justement, d'intervenir dans des associations militantes à Buxerolles, à Lugné-au-Sens et encore dans d'autres villes, pour traiter de tel ou tel problème qui peuvent aider à la formation citoyenne. Ça peut être, et là, c'est ce que vous proposez, une formation plus suivie, avec les 6 cycles que vous avez envisagés. Ça peut être aussi l'utilisation d'informations en ligne, bien entendu. Il faut vivre avec son temps. Et puis, d'établir des liens avec d'autres manifestations qui ne sont pas forcément des manifestations du Parti socialiste en tant que tel, mais qui peuvent aider
en effet à cette formation. Je pense à ces conférences qui ont un succès tout à fait extraordinaire dans les locaux du TAP, quand on a Axel Kahn, et puis je crains un petit peu, avec la conférence de Robert Badinter, je crains un petit peu qu'il n'y ait pas assez de place. Parce que déjà la conférence d'Axel Kahn, on avait intérêt à venir de bonne heure. Robert Badinter, je suis très prudent. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a en effet des échéances pour lesquelles il faut être prêt longtemps à l'avance. Vous avez évoqué 2014. Mais il y en a d'autres. D'abord, je dirais 2013. Pour moi, c'est une échéance. Pourquoi? Parce que 2013, c'est une année presque idéale. Il n'y a pas d'élection. Alors, c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de faire les commentaires sur les médias seront peut-être déçus, mais il ne faut pas penser à ça. 2013, il n'y aura pas d'élection. Donc, c'est un temps de réflexion, un temps de réforme, parce qu'il y a des réformes qui vont se mettre en place en 2013. Et des réformes, il y en a de multiples. Ce sera l'acte 3 de la décentralisation, bien évidemment. Mais aussi, on n'en a peut-être pas assez parlé, les suites de la commission Jospin sur la réforme des institutions, avec question du cumul des mandats, question du mode de scrutin, etc. Il y a les questions, on a un peu l'impression que l'on repousse, comme le vote des étrangers. Et puis la question de la dépendance. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis les échéances, ce sera 2014. Mais 2014, je suis désolé, il n'y a pas que des élections municipales. 2014, il y a des municipales que l'on pourra supposer peut-être au mois de mars. Mais il y aura des européennes au mois de juin. Et j'aimerais bien qu'aux européennes, on ne batte pas tous les records d'abstention. Et puis en 2014, il y aura également les élections sénatoriales au mois de septembre. Et pourquoi les citoyens seraient-ils exclus de tout ce qui touche aux élections sénatoriales? N'oublions pas que élire un sénateur, c'est important. Pourquoi? D'abord parce que le sénateur participe sans doute à la formation de la loi. Et je dirais, si le Sénat s'oppose à une loi, j'allais dire, c'est pas très grave, parce que l'Assemblée nationale peut voter seule la loi. En revanche, et c'est là le gros problème, les réformes les plus fondamentales, ce sont celles, souvent je pense au vote des étrangers, ce sont celles souvent qui nécessitent une révision de la Constitution. Or, s'il y a un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a pas de révision. Donc les élections sénatoriales, ce n'est pas quelque chose d'innocent, et il faut que les citoyens, d'une façon ou d'une autre, puissent s'y impliquer. 2015, il y aura les élections régionales et départementales, on peut le supposer, puisque l'idée est de ne pas tout avoir en même temps. 2016, il n'y a rien, mais 2017, vous le savez, c'est l'élection présidentielle, et dans la foulée, bien entendu, les élections législatives. Mais pour moi, pas uniquement ces dates-là qui m'intéressent. Par exemple, moi, il y a 2020. 2020, ce sont les objectifs fixés dans ces projets par l'Union européenne. Et j'y reviens encore, l'Europe, on l'oublie. Or, n'oubliez pas, les élections européennes sont plus importantes que les élections législatives. Vous avez 70% de nos normes qui nous viennent de Bruxelles. Ça veut dire qu'il n'y en a que 30% qui nous viennent de l'Assemblée nationale et du Sénat. À réfléchir, là encore. Et puis, dans les débats, il y a ce qui est permanent. La crise économique, le chômage. Là aussi, on ne peut pas se dispenser du débat. Il y a ce qu'on ne peut pas anticiper. Mais on réfléchirait sur le Mali, sur l'Afrique. Bien sûr, ça ne pouvait pas être prévu. Mais là aussi, ça me paraît tout à fait important. Parce qu'il y a aussi les grandes lacunes du citoyen. Je vous l'ai dit, il y a l'Europe, pour moi c'est une grande lacune, la politique extérieure et l'économie. La formation économique est quelque chose qui en France
durement, cruellement, et qui fait que finalement on se laisse toujours imposer un certain nombre de décisions parce qu'on se dit, bah oui, c'est trop compliqué, je n'y comprends rien. On peut toujours comprendre. Je suis désolé, l'argument du caractère technique, c'est un argument qui en réalité tente à masquer beaucoup d'autres choses. Alors ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de défis, ce que vous avez appelé des challenges, mais vous utilisez un terme plus moderne que moi. Et si l'école de la citoyenneté réussit à répondre à ces défis, à ces challenges, bien je crois que Proudhon et donc moi, nous pourrons être satisfaits. Je vous remercie et maintenant on va pouvoir débattre.